Bonjour et bienvenue à cette rencontre quantique. Aujourd'hui, deux invités avec moi, donc Justine Lefebvre et c'est moi qui vais animer cette rencontre quantique, donc organisée par les Curieux Quantiques de l'Université de Sherbrooke. Aujourd'hui, avec nous, donc, on va parler ordinateurs quantiques, on va parler accès à des ordinateurs quantiques au Québec, au Canada. Donc, avec moi, Alexandre Choquette de chez IBM. Alexandre, tu es directeur des partenariats quantiques au Canada pour IBM Quantum et également Christophe Père de chez Pink, qui est la plateforme d'innovation numérique et quantique du Québec. Christophe, tu es conseiller scientifique quantique et hybride chez Pink. Bienvenue parmi nous. Donc, on va en apprendre un peu plus sur tout ce qui se passe côté IBM, côté Pink, savoir comment on fait pour faire de l'info quantique avec ces systèmes-là ici. Alexandre, est-ce que tu peux nous décrire c'est quoi ton rôle chez IBM et aussi, dans le fond, qu'est-ce que c'est IBM, si on peut le décrire, si on ne le connaît pas, qu'est-ce qu'IBM fait en quantique? Parce qu'évidemment, on connaît la compagnie qui est plus que centenaire aujourd'hui pour un paquet de produits, mais en quantique, on ne vous connaît pas nécessairement. Oui, excellente question. Je suis relativement nouveau chez IBM. Fait que quand tu me poses la question, qu'est-ce que IBM? Je suis encore en train d'apprendre ça. Je pense que je vais l'apprendre encore tout le long de ma carrière. IBM, c'est une grosse compagnie. Je pense qu'on est au-dessus de... Je pense qu'on a un Slack channel avec 500 000 personnes dessus. Ça te donne une idée. Donc, tu as IBM, ensuite tu as IBM Research, qui est orienté sur la recherche. Puis, une sous-partie de ça, on a IBM Quantum. Donc, puis le quantum, ça s'en vient de plus en plus une priorité pour même le leadership d'IBM. Fait que je pense que ça donne une idée de à quel point c'est important pour les hauts placés chez IBM de focusser sur le quantum. Fait que je me sens vraiment privilégié de pouvoir faire partie de cette aventure-là. Et à la base, le quantum, c'est parti dans les laboratoires à New York d'IBM. Mais maintenant, on étend le réseau de partenaires et des technologies à travers toute la planète. Considérant l'écosystème quantique au Québec et au Canada, IBM a fait la décision stratégique de venir s'installer au Québec en partenariat avec Pink et le gouvernement du Québec et l'Université de Sherbrooke. Pour gérer ces partenariats-là, il fallait quelqu'un qui était local, basé au Québec. Et quand tu disais la description de job, ça fitait pas mal avec mon rôle, disons. Donc, ça fait quoi, à peu près un an que tu es arrivé dans ton nouveau poste? Ça fait nouveau poste dans ce poste-là. C'est ça. Oui. Puis août dernier. Oui, puis août dernier. Donc, excellent. Bon, on va en apprendre plus dans les prochaines minutes. Excellent. Christophe, de ton côté, peux-tu nous dire qu'est-ce que tu fais chez Pink? Beaucoup de choses. C'est-à-dire que je fais principalement de l'accompagnement au niveau quantique, c'est-à-dire que je vais pouvoir aider, que ce soit les clients, même à l'interne, en fait, sur la compréhension de ce qu'est le quantique et ce qu'on peut faire avec. Donc, c'est pour ça que je suis conseiller. Mais je fais aussi toute la partie technique au niveau des codes pour pouvoir justement faire les outils ou les preuves de concept pour les clients. Excellent. Puis en quelques mots, pour nous introduire à Pink, qu'est-ce que c'est comme entreprise? Alors, c'est pas vraiment une entreprise en tant que telle, c'est une OBNL. Donc, ça a été c'était à l'initiative de l'Université de Sherbrooke, avec d'autres partenaires comme le MEIE, par exemple. La fonction initiale était justement de pouvoir aider dans la transformation, donc accélérer en fait la transformation numérique en fait des entreprises et surtout au niveau de la province. Donc Tu peux approcher ton micro juste un peu. Ouais. Pourquoi pas? Ça va mieux comme ça? Oui, c'est parfait. Parfait. Désolé. Voilà, Pink, c'est principalement ça. Donc, c'est pour ça qu'on a le but, en fait, c'est d'accompagner des entreprises. Et c'est pour ça qu'on a une architecture classique, une architecture quantique. Donc, pouvoir les aider à monter des projets ou même tout simplement débuter ou accélérer, en fait, leur transformation avec les deux infrastructures. OK, donc vous avez tout un pan en HPC, donc en calculateur haute performance, et tout un pan quantique. Donc, il y a vraiment les deux qui coexistent chez Pink dans votre offre de service. Là. Oui, tout à fait. OK. On va revenir à ça dans quelques minutes, c'est certain. Il y a beaucoup de choses qui se passent au Québec en quantique. On a entendu parler d'un nouvel ordinateur quantique d'IBM qui va être installé pas loin d'ici, à Bromont, donc dans l'année 2023. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça, Alexandre? Je peux vous dire que c'est pas va être installé, c'est est en train d'être installé. La construction progresse plus que bien, je te dirais. On s'attend à ce que l'ordinateur quantique soit opérationnel au cours de juillet. OK. Donc ça, c'est vraiment excitant, je pense, de voir que ça se fait aussi vite. Je me rappelle, j'ai visité il n'y a pas si longtemps, puis il n'y avait rien.
en tout cas, ils ont fait l'équipe d'installation a vraiment fait un bon job. Effectivement, ça va être, on installe un IBM Quantum System One qui est, si vous voulez, notre produit typique d'ordinateur quantique aujourd'hui. Donc, on a très peu de déploiements à l'extérieur de nos centres de calcul quantique à New York. Donc, on a une salle à New York, on a quelques centres à New York où est-ce qu'on a des ordinateurs qui vivent chez IBM, mais on a commencé à déployer certains, ce qu'on appelle des systèmes dédiés dans différents écosystèmes. Je pense que, si je ne me trompe pas, je pense que celui du Québec va être le 5e à l'extérieur des laboratoires d'IBM et le 4e à l'extérieur des États-Unis. Mm-hmm. Donc, c'est quand même assez, moi je trouve que c'est assez excitant que ce soit le Québec, qui est au final une très petite nation qui va être la maison du nouvel ordinateur quantique d'IBM. D'IBM après la Corée du Sud, le Japon et l'Allemagne, si je ne me trompe pas. Donc, le 4e, c'est ici que ça se passe. Puis le 5e est à Cleveland Clinic. Aux États-Unis, mais en dehors donc des laboratoires initiaux de IBM. OK. Puis, bon, un System One à Bromont, c'est intéressant, mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est comme machine? Oui, c'est une excellente question, je te dirais. Au début, on a nos premiers produits d'ordinateurs commerciaux qui étaient les IBM Quantum System One. Puis déjà, on commence à travailler sur les IBM Quantum System 2. Fait que là, tu es en train de nous dire qu'il y a déjà une future génération après ce qui s'en vient en juillet. Là. Fait il y a différentes technologies sur lesquelles on peut avoir différentes générations. Fait que la génération de calculateurs, donc on a le System 1, le System 2, mais on a aussi les chips qui varient. Puis ça aussi, on augmente la génération dans chaque. Donc, ça ne veut pas dire que parce qu'on travaille déjà sur le System 2 que le System 1 va être désuet. C'est vraiment pas ça que je suis en train de dire. La question, c'est qu'est-ce qui sépare un System 1 de System 2? Avant, c'était un nombre de qubits. Donc, on pensait qu'on ne pouvait pas mettre plus que 133 qubits dans un System 1, étant donné que, vous savez que chaque qubit doit être connecté à un fil qui doit sortir de l'ordinateur du frigo à dilution, qui est l'appareil qui le garde froid, qui est connecté à des appareils de contrôle électronique pour faire les calculs sur les qubits. Donc, étant donné toute cette infrastructure-là qui est demandée pour faire un ordinateur quantique, on pensait qu'on était limité en termes de nombre de qubits. Donc, on avait un threshold sur le nombre de qubits qui définissait System 1 et System 2. Par contre, avec des avancées technologiques au niveau du wiring, donc on a maintenant, au lieu d'avoir plein de câbles coaxiaux individuels, on a un genre ce qui ressemble à un circuit imprimé de câbles coaxial qui descend. Puis, je pense que ça nous a permis de réduire le volume de câbles par 70 %. Donc là, ça nous a permis de rentrer plus de fils dans le frigo. Alors, même chose sur les appareils de contrôle électronique. Avant, pour chaque qubit, ça prenait un rack. C'était un gros rack pour contrôler les qubits. Puis ça, ces appareils-là ont aussi diminué en volume. Puis maintenant, on est capable, avec, je pense, la 3e génération, on est capable de monter jusqu'à proche de 500 qubits dans un System 1. Donc, le nombre de qubits, c'est plus une bonne métrique pour séparer. Mais là, à Bromont, c'est 127 qubits. À Bromont, ça va être 127 qubits. Puis les System 2, dans le fond, là, ce qui va séparer les deux, ça va être la modularité. Éventuellement, le System 2, on va pouvoir connecter différents ordinateurs. Mais le System 1 va toujours rester, va toujours avoir ce qui est le meilleur en termes de state of the art, l'état de l'art des chips qu'on va avoir. Excellent. Donc là, 127 qubits qui s'en viennent à Bromont, j'imagine que ça va être avec les dernières générations justement de processeurs, donc avec des systèmes équivalents à ce qu'il y a aujourd'hui qui s'appelle IBM Q Sherbrooke, par exemple, qui est probablement votre meilleur système, si je ne me trompe pas, là, qui est actuellement en ligne et que certaines personnes peuvent utiliser là, de façon quotidienne. Là. Exact. Oui. Techniquement, ça va être une Eagle, qui est la génération de 127 qubits, puis ça va être la 3e révision de cette chip-là. Donc, Eagle R3. Et puis, est-ce que vous connaissez déjà les temps de cohérence des qubits, les T1, les T2? Souvent, c'est de ça qu'on entend parler pour qualifier la qualité des qubits. Est-ce que vous connaissez déjà ce que ça va être ou c'est une fois que ça va être branché, que ça va être testé puis qu'on va être capable de savoir exactement ce qui va ressortir? Oui, donc, en fait, une fois que l'ordinateur est branché, bon, vu que c'est la 3e génération, on s'attend à ce que ce soit similaire à la IBM Q Sherbrooke, par exemple, qui est déjà en ligne dans nos laboratoires à New York. Puis, mais comme tu dis, effectivement, c'est une chose de fabriquer l'infrastructure, puis bon, elle est là en ce moment dans les laboratoires à Bromont. Ça, c'est une chose de refroidir et de calibrer ces qubits-là. 127 qubits, c'est une grosse tâche de calibration à faire. Puis, on s'attend à quelque chose comme 1 à 2 mois pour juste calibrer la machine. Donc, avoir les temps de cohérence précis, ça, on va l'avoir
Non, plus tard, après que la calibration soit faite. Donc, plus tard cet été, c'est ce que tu dis. Là. Si ça vient en juillet, donc j'imagine qu'éventuellement, ou septembre, on connaîtra. Soit ils ont déjà commencé ou ils vont commencer très bientôt les étapes de calibration. OK, excellent. Puis là, dans le fond, on n'a pas nécessairement décrit l'ordinateur quantique, mais essentiellement, l'ordinateur, c'est-à-dire la chip avec les qubits, c'est pas très, très gros. C'est plus petit que ma tasse à café, j'imagine, quelque chose comme ça. Puis ensuite de ça, ce qui prend la place autour, c'est le frigo à dilution, donc qui est capable d'amener ça autour de quoi? Quinzaine de millikelvin, donc 0,015 degrés au-dessus du zéro absolu, quelque chose comme ça. Exact. OK. Exact. Puis, dans le fond, ce qu'on va voir si on va visiter Bromont, ça va être, dans le fond, une grosse canette chromée qui va être le contour du frigo à dilution. Est-ce que je me trompe ou ça ressemble à ça? C'est ça, c'est exactement ça. Quand on rentre là, on n'a pas l'impression de rentrer dans une expérience de physique. On peut voir dans les laboratoires de physique. C'est en gros une expérience de physique qu'on a mis dans un beau case qui est argenté, comme tu dis, devant une belle vitrine. Puis, bon, ça veut dire IBM Quantum System One. Donc, c'est comme un objet que tu vois, puis ça fait réfléchir, ça fait comme rêver quand tu vois ça. Mais on va pouvoir se prendre en photo à côté. Tu vas pouvoir te prendre en photo à côté. Ça, c'est ce qui m'importe en fait, là, par rapport au case. Ensemble devant, c'est un rendez-vous. Puis, est-ce qu'on va pouvoir avoir un peu d'appareillage autour ou l'appareillage va être caché par rapport au frigo? En général, tout l'appareillage est derrière le frigo. Je pense qu'on peut marcher autour sur les autres systèmes. Je ne sais pas exactement comment ils vont organiser la salle à Bromont. Mais tu peux voir les appareils, mais évidemment, tu ne peux pas tout voir, puis les chiffres qui sont écrits sur les appareils et tout. C'est vraiment comme un produit fermé. Oui, OK. En même temps, je n'ouvre pas mon ordi à la maison, fait que j'imagine que c'est correct si ce n'est pas tout que je vois non plus, là, ça me va. Christophe, dis-moi, l'ordinateur quantique d'IBM qui est installé à Bromont dans quelques semaines, quelques jours même, va être accessible via Pink. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire, donc, dans le fond, d'accéder à un ordinateur quantique via ton organisation? C'est le genre de question. Quelqu'un qui veut utiliser un ordinateur quantique, dans le fond, ils peuvent vous appeler, puis être capable d'accéder. Donc, bientôt, ça sera à ce système-là. Oui, tout à fait. L'ordinateur, en tout cas, est dédié au niveau de. Il sera dédié vraiment à Pink, celui qui sera à Beaumont. On a aussi accès, du coup, je me sens toujours au network. Donc, on a tous fait au final par API. C'est-à-dire que ce soit les ordinateurs qui soient à New York ou celui qui sera à Beaumont, au final. Et tu vas pas arriver à Bromont brancher avec la machine, quoi. Par contre, effectivement, les utilisateurs, on aura différents forfaits selon le degré de maturité de l'entreprise pour qu'ils puissent y avoir accès en fonction pour soit le temps de calcul, soit le queuing qu'il va y avoir dessus. OK, donc dans le fond, on ne branche pas une clé USB dans l'ordinateur quantique. Tu dis on y accède via le cloud. Donc, on reste dans notre bureau, on fait le code qu'on a à faire, puis on lance la job, dans le fond, via l'info nuagique, puis ça se rend jusqu'à la machine. Ensuite de ça, il y a des calculs qui sont faits, puis on récupère les résultats. Mais la question, par contre, m'intéresse, savoir si on peut brancher une clé USB pour faire un calcul directement sur la machine. Je pense pas que tu peux arriver avec le laptop. Non, tu peux pas? Dommage. C'est peut-être rendu à USB-C, remarque, là, mais... USB-Q. Exactement. Si ce n'est pas fait, il faut l'inventer. Voilà, c'est lancé. OK, donc, puis là, dans le fond, toi, de ton côté, chez Pink, donc, tu vas être un utilisateur de ce système-là. Quel type de travaux tu fais sur des ordinateurs quantiques aujourd'hui? Puis qu'est-ce que tu vas faire ou qu'est-ce que tu vas pouvoir faire avec un système à Bromont là, comme celui-là? Alors, pouvoir faire, c'est toujours la question avec le quantique. Qu'est-ce qu'on peut faire avec? Ce que je fais actuellement, moi, je suis principalement spécialisé dans l'apprentissage machine par ordinateur quantique. Donc, on a fait beaucoup, principalement de la sélection de features, donc diminuer en fait la taille des datasets. On a fait de la détection de fraude avec, au niveau des use cases. Techniquement, au final, c'est pas la machine qui va limiter ton application. C'est-à-dire que, comme un ordinateur classique, un HPC, tu as un problème, tu formules ton problème, tu crées le code qui va dessus et tu le fais tourner. C'est juste que le code doit être adapté pour tourner sur du quantique par rapport à du classique. Donc la machine à Bromont ne fait pas exception à ça, c'est comme un HPC. Du moment que tu vas créer soit l'algorithme, soit les circuits pour les faire tourner, ça marchera de la même manière. OK. Puis, est-ce que tu travailles beaucoup sur les simulateurs avant d'envoyer tes calculs? Comment tu abordes un problème en info quantique, dans le fond, de ton côté? De mon côté, étant donné qu'on doit faire de l'itération assez rapide au niveau des algorithmes, je passe d'abord par des simulateurs pour avoir déjà un ordre d'idée de savoir si déjà l'algorithme fonctionne, si les résultats du coup sont
attendu par rapport à ce que je veux, pour ensuite être testé sur du vrai hardware, tout en sachant qu'il y a quand même beaucoup plus de complications, parce qu'il y a quand même beaucoup plus de bruit dessus, donc il y a beaucoup de choses aussi à prendre en compte, mais là-dessus, il y a quand même beaucoup d'outils qui sont développés par IBM qui nous aident de ce côté-là. Mais ouais, il y a quand même une phase en finale de simulateur, parce qu'on ne peut pas itérer rapidement avec les ordinateurs quantiques actuellement. La flotte n'est pas assez grosse pour que tu lances un calcul, il tourne directement sur la machine. Il y a forcément un temps de latence, donc la file d'attente, au final, sur certains hardware est même assez importante. Donc, tu ne peux pas faire une itération rapide. Donc, la façon dont je travaille, c'est que je fais l'itération d'abord sur les simulateurs, et une fois que j'ai une solution qui est convenable, je teste sur du hardware directement. OK. Oui, vas-y. C'est intéressant parce que ça, c'est quelque chose qui a le potentiel de changer avec la machine à Bromont, justement. J'espère. Parce qu'avec justement, comme tu dis, la flotte à New York, on a juste au-dessus d'une vingtaine d'ordinateurs quantiques. Pour tout le monde entier, là. Pour tout le monde entier. C'est impressionnant. Il n'y a pas beaucoup de salles qui contiennent 20 ordinateurs quantiques dans le monde, mais ça reste comme un nombre très limité pour toute la planète. Puis on a des centaines, voire des millions d'utilisateurs qui lancent des calculs. Donc, évidemment, veut pas, il y a beaucoup de trafic sur ces machines-là. Donc, ça devient plus difficile pour un chercheur d'itérer son algorithme sur l'ordinateur quantique directement. Mais une des raisons pour laquelle c'est excitant d'avoir un ordinateur qui est dédié pour notre relativement petit écosystème qui est le Québec et le Canada dans ce grand monde du quantique-là, ça veut dire qu'il va y avoir les machines qui sont beaucoup plus disponibles justement pour faire ce genre d'itération-là. Parce que là, dans le fond, il y a une grande partie des calculs quantiques qui sont variationnels, c'est-à-dire qu'il y a une partie qui se fait sur le classique, il y a un bout de calcul qui est envoyé au quantique, les résultats sont réinterprétés, puis il y a ce va-et-vient-là entre le classique et le quantique. J'imagine que ce que tu décris là, c'est de dire, si on a plus de temps de réservation pour être capable de faire ces itérations-là rapides, on améliore donc la possibilité d'avoir des résultats intéressants ou le champ des possibles de ce côté-là. C'est ce que je comprends là. Oui, je pense que c'est en fait une étape avant ça. Justement, Effectivement, il n'y a aucun calcul qui est purement quantique en ce moment. Donc, il y a toujours une composante classique justement qui va aller ajuster des paramètres d'une expérience quantique. C'est ça que tu décris comme les algorithmes variationnels. Ça, c'est quelque chose que nos équipes de software ont compris depuis longtemps. Donc, on a fait du software comme Qiskit Runtime, puis les Qiskit Runtime Primitives, qui vont en gros encapsuler cette boucle de rétroaction-là. Donc, ça, c'est quelque chose qui existe déjà. Donc, toi, tu lances ton calcul, puis tu lances une boîte, en fait, puis cette boîte-là est opérée comme le plus proche possible de l'ordinateur quantique. Puis est-ce qu'il va y avoir du runtime avec la machine à Bromont? Oui, OK, ça vient avec tout ce bagage de logiciel-là. Ce que je voulais dire, c'est plus quand tu designes ton algorithme, justement, qu'est-ce que tu mets dans ta boîte que tu envoies comme expérience? Ça, c'est des choix du programmeur. Ça ne fait pas partie de ton algorithme. Bon, il peut y avoir des algorithmes qui designent toi-même ton circuit quantique. Mais en général, quand tu designes ton circuit quantique, tu as beaucoup de va-et-vient quand tu fais ton projet de recherche. C'est ce va-et-vient-là qui est difficile à faire en ce moment avec les machines qui ont beaucoup de trafic. Puis ça, espérons, c'est facile. Espérons. Il y a des fois, le va-et-vient prend plusieurs jours quand même. Donc, ça serait bien d'avoir un temps quand même beaucoup plus court. C'est ça. Ouais. Et là, vous, chez Ping, vous allez, dans le fond, assurer l'opération de cette machine-là. Donc, c'est vous qui allez gérer là, les utilisateurs qui vont accéder. On va gérer en tout cas les utilisateurs qui vont y avoir accès. Par contre, le système de file d'attente au niveau de la machine, je ne sais pas comment ça va être opérationnalisé. Je ne sais pas si c'est toujours IBM ou si ce sera nous. Ça va être un déploiement en différentes étapes, mais donc IBM va gérer une certaine partie, mais éventuellement, Ping va pouvoir, avec l'HPC et tout, pouvoir comme gérer à 100%. OK. Donc, techniquement, oui. Excellent. Bon, c'est parfait ça. Puis, peux-tu nous donner un exemple de projet sur lequel tu travailles, là? Qu'est-ce que c'est un projet en info quantique aujourd'hui chez Ping? Bonne question. On a fini une première étape sur de la détection de fraude principalement, et on s'est aperçu qu'il y avait énormément de limitations. Il y a toujours les limitations qu'on a dans les domaines, principalement quand on veut mettre de la donnée dans un ordinateur. Et ce qu'on est en train de regarder, c'est justement développer, soit réimplanter les papiers, donc certains algorithmes, par exemple, pour diminuer la taille des datasets, principalement ce qu'on appelle la sélection des features. Donc, c'est là-dessus où je travaille actuellement pour voir comment on peut fournir des outils aux entreprises pour que ce soit facilement, en fait, pour eux, accessible. Donc, ce qu'on appelle en machine learning classique, il y a la feature selection, où tu as plein d'algorithmes en fait, qui fonctionnent, où tu as juste à mettre tes données, tout fonctionne, c'est magique, on est content. C'est pas aussi simple avec un ordinateur quantique, mais ça demande énormément
justement de va-et-vient au niveau de la recherche pour savoir c'est quoi les propriétés du dataset, comment tu dois concevoir en fait l'algorithme derrière. Et c'est ce qu'on est en train de faire actuellement. Donc, c'est notre première étape avant d'attaquer d'autres projets qui vont plus être, on va dire, domaine focus comme la cybersécurité, la chimie ou ce genre de choses. Principalement chez Pink, on a 3 grands axes qui vont être l'environnement, la santé et l'énergie. Merci, j'étais en train de chercher, chaque fois je l'oublie. Merci. Bah, pour l'instant, en tout cas, les 3 grands qu'on a, c'est ça. La finance, c'est toujours en discussion, donc, mais ça serait potentiellement le 4e, effectivement. Ouais. La façon que je vois, quand tu dis c'est quoi un projet en quantique, souvent, je catégorise ça dans deux boîtes. Une boîte, c'est des projets qui améliorent les méthodes quantiques. L'autre boîte, c'est les gens qui se posent la question comment est-ce qu'on utilise ces méthodes quantiques-là appliquées à des problèmes d'importance dans la société. Il y a une 3e boîte qui apparaît maintenant, qui est comment le quantique peut améliorer le classique aussi. Il y a des travaux qui commencent à sortir, c'est-à-dire un pipeline complètement classique au final peut être amélioré par des algorithmes quantiques, même si la solution finale est classique. Donc on aurait cette 3e boîte-là aussi qui viendrait s'associer. Oui, effectivement. Je pense de plus en plus, il se met à avoir de l'intérêt, puis les gens réalisent qu'il n'y a aucun vrai problème de la société qui est purement quantique ou qui est purement une technologie. Donc, le problème peut avoir une partie qu'on peut envoyer sur un ordinateur quantique, mais si tu veux designer un nouveau panneau solaire, tu ne peux pas le faire à 100% sur un ordinateur quantique. Tu vas avoir quand même une grande partie classique parce qu'il faut quand même donner du crédit aux ordinateurs classiques, ils sont très bons pour faire certaines choses quand même. Mais par contre, si tu veux designer ton panneau solaire, tu frappes au problème de OK, il faut que tu simules comment que la lumière frappe un certain matériel organique. Ça, c'est un problème qui est de nature quantique et difficile à résoudre pour des ordinateurs classiques. Donc, tu pourrais prendre cette partie du problème-là, le résoudre sur l'ordinateur quantique, récupérer les données, puis l'intégrer dans un plus gros logiciel qui incorpore du classique et du quantique. Là, la question, c'est, bon, si je te donne des ressources classiques, des ressources quantiques, mais aussi des GPU, aussi des TCU, aussi des neuromorphic computing, plein de types de saveurs d'ordinateurs qui existent. C'est quoi le logiciel qui optimise l'optimisation de toutes ces ressources-là? Ça, c'est comme un domaine qui existait déjà en classique, mais qui commence à s'intéresser aussi à la portion quantique. Et là, qui répond à cette question-là? Qui répond à cette question? C'est-à-dire laquelle des machines ou lesquels de ces systèmes-là il faut utiliser? Oui, je veux dire, c'est un effort collectif, je dirais. Il n'y a pas de réponse exactement pour ça aujourd'hui, mais c'est une couche qu'on appelle le middleware. C'est du middleware pour le quantique. Donc, on a de la recherche qui commence à être faite là-dessus. On développe de la même façon qu'avec Qiskit, on a développé des logiciels open source pour que les utilisateurs puissent utiliser des ordinateurs quantiques de façon avec le moins de friction possible. On a aussi des logiciels open source en middleware. Donc, ça, évidemment, on veut faire fonctionner. On sait on est gros chez IBM, mais on n'est pas si gros que ça aussi. On n'a pas les ressources pour tout faire. Donc, on essaie de stimuler que l'écosystème aussi travaille main dans la main. On essaie de mettre les outils et l'écosystème pour répondre à ces questions. La communauté quantique d'IBM est quand même une des plus grosses actuellement. Ouais. Donc, c'est ça que ça aide beaucoup, principalement avec les challenges, les écoles d'été, ça réunit quand même énormément de monde pour travailler sur les outils, développer des solutions. Donc, le Slack aussi est assez actif de ce côté-là pour justement que la communauté participe à l'effort de développer les outils, d'améliorer du coup les librairies qui sont open source. Ouais. Et Christophe est une vraiment bonne personne pour témoigner de ça, parce qu'il est assez impliqué dans l'écosystème Qiskit et IBM. Il y a un Qiskit Quantum Advocate, je crois. Puis un développeur aussi, Qiskit Developer. Ouais. Donc, ouais. J'essaye à mon niveau, en tout cas. Oui. Par moment, Christophe en sait plus que moi, c'est vrai. Ouais, je dirais pas jusque-là, mais puis là, dans le fond, chez Pink, donc vous voulez travailler avec des industriels, avec des gens des universités, j'imagine, pour travailler sur des projets en info quantique. Tu nous as nommé donc certains secteurs qui sont visés, peut-être plus prometteurs. Comment est-ce que vous voyez le développement de ce côté-là? Donc, parce que là, vous avez une capacité de calcul qui est énorme avec un ordinateur complet pour l'écosystème ici versus 20 pour le reste du monde, ce qui est quand même énorme en termes de capacité de calcul sur des vrais systèmes quantiques. Donc, comment vous voyez ce développement-là pour travailler avec les gens de l'écosystème d'ici et stimuler donc l'utilisation des ordinateurs quantiques que vous allez avoir à gérer là, cet accès-là?
Notre but n'est pas, nous, en tout cas, de recruter le maximum de monde, mais c'est justement de faire vivre l'écosystème. Donc, c'est pour ça qu'on fait des partenariats et des collaborations avec les industries. L'Institut Quantique en fait partie. Le but, c'est justement d'arriver à connecter les experts, du coup, qui sont vraiment les experts dans certains domaines ou dans certains secteurs ou certaines applications, avec les industries. Donc, on ne peut pas tout faire nous-mêmes. Donc, c'est pour ça qu'on essaye justement de faire la transition entre l'académie et l'industrie. Si on peut avoir une couche entre les deux, des fois, ça peut aider aussi. Parce que c'est vrai que le quantique, malheureusement, c'est pas de la production, c'est toujours au stade de la recherche. Tu me diras si je me trompe, mais grosso modo, c'est vraiment de la recherche, encore un peu de la recherche appliquée, mais on est loin d'avoir vraiment un stade industriel où tu arrives, tu passes sur un bouton et ça marche directement avec un truc. Donc, on essaie justement de mettre les gens comme ça en contact, de pouvoir faire profiter de notre infrastructure, de mettre les gens en contact, aussi d'aider au niveau des financements. La plupart du temps, ça demande accéder à du HPC ou du quantique, c'est quand même des forfaits qui coûtent parfois assez cher. Donc, on a aussi pour vocation d'aider les entreprises à pouvoir aller chercher les financements. Et ça, il nous faut aussi l'académie pour le faire, parce que la plupart du temps, il faut que le projet soit supervisé par un professeur. Donc, c'est là-dessus aussi, on met les efforts. Excellent, mais merci bien. Je change un peu de thématique ici. Alexandre, est-ce que tu peux nous parler du côté énergétique de l'ordinateur quantique? Donc, est-ce que ça prend beaucoup d'énergie opérer un ordinateur quantique? On sait que les méga calculateurs en HPC, quand on fait de l'intelligence artificielle, quand on entraîne des modèles en intelligence artificielle, ça peut être extrêmement énergivore. Du côté ordinateur quantique, de quoi ça a l'air aujourd'hui? Oui, une excellente question. Puis ça, c'est une façon d'avoir un avantage quantique souvent, on ne discute pas tant que ça. Tout le monde parle d'avantage en termes de temps de calcul ou un avantage algorithmique à utiliser un ordinateur quantique. Mais en réalité, un ordinateur quantique, c'est beaucoup moins énergivore qu'un ordinateur classique. Pour donner une idée, le gros du coût d'un ordinateur quantique, c'est de refroidir le système. Une fois que le système est froid, ça ne consomme pas beaucoup d'énergie, juste le maintenir froid. Il y a aussi une autre dépense énergétique pour opérer un ordinateur quantique. C'est, comme je vous disais tantôt, on a des racks d'appareils de contrôle électronique qui envoient des pulses électriques dans l'ordinateur quantique. Même si ces pulses-là sont de faible amplitude, ça demande quand même de l'énergie par ça. Puis aujourd'hui, on parle de quelque chose comme 65 watts par qubit. Donc, je ne sais pas exactement comment ça se compare avec un calculateur classique, mais ça reste quand même moins grand. Par contre, comme je vous dis, on fait des avancées en termes de contrôle électronique. Puis éventuellement, on va avoir ce qu'on appelle des contrôleurs électroniques qui sont à la grosseur de mon petit doigt, qui vont vivre dans le frigo à dilution. Donc, au lieu d'être à l'extérieur, on va avoir une grande partie de ça qui va être dans le frigo à dilution, qui va vivre à 4 Kelvin. Donc, pas exactement la température de l'ordinateur, mais très, 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 très froid. 4 Kelvin, ça demeure très froid. Puis ça va, je pense, descendre la consommation par qubit à quelque chose comme 10 milliwatts, je pense. Donc, de 65 watts. C'est sûr que ce n'est pas 65 watts dans le frigo à dilution. Ça ne le ferait pas. Là. Non, c'est ça. C'est qu'est-ce que l'appareil de contrôle électrique, lui, chauffe. Hein? Ouais. Donc c'est quoi son input énergétique? Donc c'est ça. Donc, ça peut être un avantage quantique parce que pour beaucoup de calculs, on n'est pas nécessairement pressé dans le temps pour le faire. C'est peut-être pas si grave que ça si le calcul prend deux fois le temps. Si ça te permet de sauver énormément en consommation énergétique, même si ton calcul est techniquement plus lent sur un ordinateur quantique, mais ça demeure un avantage. Donc ça, c'est quelque chose, je pense qu'on parle pas assez souvent. On parle beaucoup de, OK, on va avoir un avantage exponentiel, un avantage quadratique sur différents problèmes. Mais des fois, on peut se permettre de rouler 10 fois plus de temps sur un ordinateur si c'est pour sauver 100 fois moins d'argent au bout du compte. Oui, OK, excellent. Puis, dis-moi, chez IBM, donc, vous avez développé les ordinateurs quantiques depuis plusieurs années, puis vous avez une vision de où est-ce que vous voulez aller aussi. Est-ce que tu peux nous en parler un peu, donc, de votre roadmap, donc, de votre chemin que vous voyez devant là, pour les prochaines années? Ça a l'air de quoi? Oui. Donc, effectivement, c'est difficile c'est toujours difficile de prédire les découvertes scientifiques. Donc, on ne peut pas faire un roadmap qui va si loin dans le futur et espérer s'en tenir. Par contre, moi, je trouve qu'IBM a été relativement bon depuis le début à s'en tenir au roadmap qu'on a établi qui date de 2019. Depuis 2019, à chaque année, on a réussi à amener au public qu'est-ce qu'on annonçait.
En ce moment, cette année, on a annoncé une chip à 433 qubits. À la fin de cette année, on va annoncer une chip qui va juste au-dessus de 1000 qubits. Et on va continuer à grossir les chips parce qu'on croit qu'il faut qu'on pousse l'innovation dans 3 piliers. Puis un de ces piliers-là, c'est la taille des chips. Donc, il faut qu'on apprenne comment fabriquer, comment ingénier des chips de plus en plus grosses. Puis l'autre, c'est la qualité des qubits. Donc, ça aussi, on a des avancées en termes de qualité des qubits. Et l'autre, c'est la rapidité des systèmes. Donc, à quel point tu peux, tantôt tu parlais de cette interaction-là classique et quantique. Donc, à quel point est-ce que ça, c'est rapide? Donc, sur un axe, on augmente la quantité de qubits sur une seule chip. Mais évidemment, comme je disais tantôt, il y a des limites. Il y a des limites sur le nombre de qubits qu'on peut opérer dans un Quantum System One. Donc, éventuellement, si on veut avoir des ordinateurs qui ont des dizaines de milliers de qubits, il va falloir qu'on apprenne à connecter différentes chips entre elles. Puis ça, c'est ce qui va être permis par le Quantum System 2, qui devient une architecture modulaire. Donc là, l'affaire, c'est que si tu vas avoir différents frigos à dilution dans un même laboratoire qui opèrent comme un seul ordinateur quantique, il faut que tu sois capable de connecter ces frigos à dilution-là pour pouvoir tu veux que les chips se parlent d'un frigo à l'autre. Donc, ça fait partie de notre roadmap. Comment est-ce qu'on prend différents chips, puis on les connecte en fait. Donc là, je pense en 2023, à la fin de cette année, on va annoncer des chips de un peu plus d'une centaine de qubits. On est capable de connecter classiquement en fait. Donc, ces chips-là devraient vivre dans un frigo à dilution, mais dans le même frigo, il va y avoir différents chips. Donc, là, éventuellement, on va vouloir connecter de façon quantique ces chips-là. Donc, là, tu vas être capable, un peu technique, mais de faire une porte à 2 qubits entre 2 qubits sur 2 chips différents. Puis, éventuellement… Toujours dans le même frigo là, pour l'instant. Toujours dans le même frigo. Oui. Et éventuellement, on va être capable de faire des portes à 2 qubits dans des frigos, dans des frigos différents. Donc, ça, c'est un peu le roadmap. Comment est-ce qu'on va scaler vers une architecture comme ça? Mais il y a tellement de questions à répondre avant de se lancer. Fait que là, tu nous parles d'augmentation du nombre de qubits, bon, puis avec les différents frigos. Je serais quand même curieux de t'entendre sur la qualité des qubits, parce que, bien franchement, quand je parle avec l'équipe de l'AlgoLab ici, c'est pas le nombre de qubits qui est la priorité numéro 1, c'est la qualité des qubits. Ouais. Où est-ce que vous en êtes, puis où est-ce que vous voulez aller dans le court terme, là? Donc, il y a deux choses qui permettent d'avoir une meilleure qualité des qubits effective, je dirais. Donc, il y a la qualité des qubits intrinsèques. Donc, c'est à quel point est-ce qu'on est capable de fabriquer quelque chose en métal qui est capable de garder un temps de cohérence le plus longtemps possible. Il y a aussi toutes les méthodes qui permettent de mitiguer les erreurs qui peuvent arriver. Donc, ça, c'est comme les deux axes sur lesquels on peut avoir de l'innovation. En ce moment, on est capable de faire… au Summit l'an passé, on a montré des résultats de circuits quantiques qui roulaient sur à peu près 127 qubits par une trentaine de portes à 2 qubits de profond. Donc, ça donne une idée de c'est quoi la taille du circuit quantique que tu peux faire. Donc, 30 portes logiques appliquées dans un circuit, puis après ça, on a une perte de cohérence, puis ce qui revient, c'est du bruit, il ne se passe plus grand-chose. Dans le fond, c'est ce que tu es en train de nous dire. Là. Exact. Des portes à 2 qubits. Ouais. Donc, qui sont les portes les plus coûteuses, puis celles qui font le plus d'erreurs. Les portes à un qubit se font très, très rapidement. Donc, les portes à un qubit, on peut en faire beaucoup plus. Mais quand on demande à nos ingénieurs, on dit, bon, OK, où est-ce qu'on s'en va avec ça? Et ils nous disent que d'ici, je pense, à la fin de 2024, ils vont être capables de nous donner des systèmes qui vont la possibilité d'exécuter des circuits qui sont 100 qubits de large par une centaine de portes à 2 qubits de profond. Donc là, on commence à avoir si on est capable d'atteindre ce milestone-là, on commence à avoir des circuits qui sont de plus en plus difficiles à simuler classiquement aussi. Donc ça garantit aucun avantage quantique. On ne sait pas encore si ça peut être réellement utile. Mais ça commence à être intéressant vu qu'on ne peut pas les simuler classiquement. On arrive dans cette période-là un petit peu malaisante où est-ce qu'on n'est pas capable de complètement simuler. Donc, le faire sur un ordinateur classique, on ne va pas avoir de réponse. Il faut vraiment qu'on lance les calculs sur un ordinateur quantique pour voir s'il va avoir un avantage. Donc, c'est ça. Donc, 100 par 100, puis ça, c'est ce qu'on appelle le 100 by 100 challenge. Donc, le challenge, il est pour vous-même chez IBM ou est-ce que les gens qui font de la recherche en info quantique vont aussi être appelés à travailler sur ce challenge-là? Donc, oui, excellente question. Le challenge, surtout pour nos ingénieurs dans le laboratoire, je te dirais. Donc, vous vous êtes lancé un défi à vous-même, là, finalement. Ouais. C'est correct. Ouais. Mais en fait,
bien souvent, ça vient d'en haut, puis ils disent on va annoncer ça, puis les ingénieurs sont comme quoi? Mais dans ce cas-ci, dans ce cas-ci, ça a été de l'inverse. Ça a été les ingénieurs qui ont dit hey, genre, le management, on va être capable de faire ça à la fin de 2024. Fait on s'est dit OK, t'es sûr qu'on peut annoncer ça? Ils ont dit oui. Ouais. Fait que bon, il faut quand même qu'ils le démontrent, mais au moins, ça montre qu'ils ont une certaine confiance par rapport à ça. Puis après ça, c'est ça. Nous, ce qu'on dit, c'est au final, on est une compagnie d'infrastructures technologiques. Donc, nous, on fabrique les meilleures machines qu'on pense qu'on est capable de faire. Puis après ça, on veut travailler main dans la main avec le réseau de partenaires. Comme tu dis, on a un grand réseau de partenaires qui, eux, sont excités d'utiliser les machines et d'aller tester ces nouvelles technologies-là. Donc, nous, on dit en gros, on va être capable de faire ça. Puis après ça, on veut travailler avec vous, savoir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Quel problème serait intéressant d'approcher avec ce genre de technologie-là. Parfait. Puis, Christophe, de ton côté, quand tu entends tout ça, toi, qu'est-ce que tu penses du nombre de qubits, de la qualité des qubits? Où est-ce que tu en es dans toi, ta recherche, dans ce qui t'intéresse qu'IBM développe? C'est le moment de passer des messages essentiellement, là. Oh, t'inquiète pas, je passe souvent des messages, il est habitué. Mais non, c'est vrai qu'actuellement, oui, on a énormément de qubits qui sont là. L'inconvénient, c'est que plus tu augmentes le nombre de qubits, plus tu réduis en fait la taille de ton circuit. Donc, c'est-à-dire que quand tu vas faire certains calculs, au final, tu vas opérer sur une dizaine de qubits, une vingtaine de qubits, parce que après, ce que tu disais, tu récupères que du bruit. Donc, c'est pas que c'est pas utile, mais tout du moins, il faut trouver après des solutions. Est-ce qu'il faut réduire le circuit pour augmenter le nombre de qubits? C'est là où, au final, ceux qui le font, puisque c'est leur challenge, c'est l'avantage. Mais c'est aussi les challenges qu'on a quand on réalise des projets, principalement pour l'industrie. C'est-à-dire que, oui, effectivement, on a 127 qubits. Par contre, est-ce qu'on peut les utiliser complètement? C'est la question. Grosso modo, les travaux qu'on a effectués jusque maintenant, j'ai utilisé jusqu'à 27 qubits. Le taux d'erreur, au final, au bout du circuit, était quand même déjà assez énorme. Donc, si on en augmente encore de 100, on n'a plus rien. Donc, actuellement, il faut trouver justement ce que tu disais, quel type de problème on peut opérer sur un grand nombre de qubits, mais avec peu de profondeur au niveau des circuits, ou au contraire, avoir peu de qubits avec une grosse longueur de circuit. Donc, il y a énormément de limitations. Donc, c'est souvent ce qu'on leur dit. Puis, une chose qui est intéressante aussi, je suis d'accord que quand tu augmentes le nombre de qubits, c'est bon. Quand tu passes de 100 à 400 qubits, tu ne viens pas l'algorithme que tu peux rouler n'est pas soudainement 4 fois plus gros. Parce que souvent, ce qui nous importe, c'est la profondeur. Par contre, comme je disais, il faut qu'on apprenne à faire ce genre de chip-là. Puis une chose que je trouve relativement impressionnante, c'est si on est capable de grandir la taille des chips, mais sans nécessairement réduire la profondeur. Donc, oui, tu gagnes plus de qubits, mais tu n'en perds pas tant en profondeur. Ça reste quand même un défi d'ingénierie assez impressionnant parce que quand tu y penses, si tu passes de 100 à 400 qubits, tu as aussi 4 fois plus de façons d'avoir des erreurs. Donc, techniquement, ton taux d'erreur devrait diminuer par 4, mais c'est capable de grossir ton nombre de qubits par 4, mais en maintenant une certaine profondeur de circuit que tu peux atteindre, ça montre qu'on est capable quand même de scale up en maintenant la qualité des qubits. Excellent. Je vous amène sur un terrain un peu différent. Donc, vous avez gradué de vos études il n'y a pas si longtemps. Qu'est-ce qui vous a amené vers l'entreprise privée ou vers l'OBNL dans ton cas, plutôt que vers une carrière universitaire? Qu'est-ce qui vous a inspiré à aller donc du côté de l'industrie? Tu veux y aller ou j'y vais? Vas-y, puis... Okay. Moi, ça a été un choix assez radical, c'est-à-dire qu'à la fin de mon doctorat, j'en avais marre de la recherche. Donc l'industrie était finalement ce qui restait. Moi, j'étais en astrophysique, disons que l'industrie en astrophysique, c'était quasiment rien. Donc, faisant beaucoup de simulations, j'ai appris au final tout ce qui était intelligence artificielle. Donc, je suis allé dans l'industrie pour faire ça. Donc, c'est tout ce qui est data science, chercheur en IA, etc. Donc, je suis revenu progressivement à la recherche. Mais disons que l'industrie s'est imposée à moi plutôt qu'un choix. J'ai fait mes études aussi en France. On ne peut pas dire que l'académique était très facile à continuer ou pénétrer, tout du moins quand on voulait des postes de prof ou des postes de chercheur. Donc, la somme en fait de ces contraintes a fait que j'ai continué en industrie. Puis voilà. Pourquoi le quantique, pour répondre à ta première question, c'était compliqué. Ça l'est toujours. C'est-à-dire que la mécanique quantique m'avait toujours intéressé et j'étais resté assez loin parce que je ne suis pas un théoricien, mais ça a toujours été quelque chose qui m'intéressait. Puis c'est principalement en 2016 le premier ordinateur que vous avez mis en ligne, où là on pouvait manipuler quelque chose avec un autre type d'ordinateur. Donc c'est là où ça m'a intéressé. Je me suis dit qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, qu'est-ce que c'est au final. Donc j'ai
commencé à graviter là-dessus, à apprendre un peu, au final, que par moi-même, donc avec des papiers, des livres ou parfois avec des discussions. C'est parfois pas le plus simple, mais c'est comme ça au final que je suis entré dans le quantique. J'ai fait différents types d'industries, grosses boîtes, petites startups, et l'OBNL au final est ce qui me convient le mieux, tout simplement parce qu'on n'a pas on va pas chercher le profit, on va pas aller chercher de gagner plus d'argent à faire un produit particulier. Je suis entouré que de passionnés au final qui me font aussi grandir tous les jours, donc ça c'est vraiment bien, c'est-à-dire qu'on a tous le même objectif. Le but, c'est d'apprendre aussi les uns des autres. C'est ça qui est vraiment passionnant. C'est-à-dire que je suis très autonome dans ce que je dois faire et je peux aider. Et en fait, on est écouté. C'est ça, en fait, qui m'intéresse le plus. Et là, c'est ce qui t'intéresse de la recherche parce que tu dis, je finis mes études Je veux dire- graduées, je veux aller en industrie, Ouais. loin de la recherche. Et bien là, tranquillement, je t'entends, puis c'est de la recherche, là. Disons que l'industrie amène aussi sur l'autre contrainte qu'on ne voit pas en fait de l'extérieur. Tu sais, tout ce qui va être deadline, tout ce qui est aussi au niveau du management, tout ce qui est tu sais, créer des projets, poursuivre des projets. L'inconvénient, moi, ce qui me frustrait dans l'industrie, c'était le projet il est fini, on s'arrête là. C'est sûr que j'ai plus une âme de chercheur qui est, ouais, on a une réponse, mais est-ce que c'est la meilleure réponse? Est-ce que c'est la meilleure chose qu'on peut faire? Est-ce que, tu sais, est-ce qu'il y a d'autres façons de faire les choses? C'est ça que je voulais faire et j'ai très rarement eu l'occasion au final en industrie où c'était le projet, il est terminé, il est en production, c'est fini. Donc là, par contre, c'est différent. Effectivement, comme on disait, l'avantage aussi de travailler avec IBM, c'est que ouais, on ne sait pas où on va, quoi. Il faut construire les choses, il faut trouver aussi ce qu'on peut faire avec. Ce qui est aussi je trouve le plus intéressant au final, ça, c'est-à-dire que c'est pas juste on fait un algorithme, on fait un projet, et basta, c'est fini. C'est est-ce qu'on peut le faire avec du quantique? Déjà la première question. C'est ce qu'on voit avec les clients aussi, ça, c'est qu'est-ce qu'on peut faire avec? Est-ce que c'est possible de faire ci ou ça? Construire le projet, développer les choses, s'apercevoir parfois, comme on le disait, il y a des contraintes énormes au niveau des circuits. Est-ce que c'est réalisable maintenant ou est-ce que ça sera dans le futur? Donc, c'est toutes ces questions au final qui sont toujours sans réponse à chaque fois que tu commences un projet qui amène vraiment, je trouve, un côté excitant quand on fait les choses avec du quantique. Oui, il y a effectivement la composante de est-ce que le projet est utile au final? Oui, On retrouve parfois moins en académie. ouais, c'est vrai je pense que la définition d'utile est très différente en académie ou en industrie. Et c'est parfois ce qui est compliqué dans l'industrie de se dire, ouais, on a fait quelque chose, on ne peut pas s'en servir maintenant. Dans l'académie, ce que tu vas faire, c'est ouais, tu vas publier, tu es content, tu amènes quelque chose, tu continues, tu pousses, parce que tu sais que peut-être que dans 20 ans, ça va servir. C'est ce qu'on voit au final avec le quantique. Dans l'industrie, si la semaine d'après, c'est pas en production, c'est que tu n'as servi à rien, quoi. Donc, l'utilité, effectivement, a un autre sens dans ce cas-là. Mais je préfère le sens académique du terme. Dans le sens qu'en académie, tu peux te lancer dans un doctorat juste parce que c'est intéressant. Donc, il y a une certaine curiosité. Au moins, toi, ça t'intéresse. Hein? Déjà, toi, ça t'intéresse, en fait. Oui. Ce qui est peu souvent le cas en industrie, de te dire, je vais faire mon propre projet. Si c'est pas rattaché à quelque chose, ça marche pas. Ouais, c'est ça. Pour répondre à ta question, moi, j'ai une famille d'académiciens. Donc, j'ai toujours été exposé au milieu universitaire. Donc, pas mal tout ce que j'ai connu en grandissant. Puis après ça, en rentrant dans faire mes études graduées aussi, j'ai aussi entouré. Quand j'ai fait mes études graduées, il y avait beaucoup moins d'écosystèmes de start-up en quantique qui étaient autour de Sherbrooke. On n'avait pas encore ce building-là. Est-ce que tu as fait tes études ici à Sherbrooke? Oui. Donc, j'ai fait mes études ici à Sherbrooke, dans le groupe d'Alexandre Day. Puis, donc, j'ai toujours su que je ne voulais pas nécessairement suivre les traces de mes parents. Donc, la rébellion ici, là. C'est ça. J'ai comme moi, je vais faire quelque chose de différent. Donc, j'ai toujours su que je ne voulais pas nécessairement finir en académie, mais je savais quand même pas ça allait être quoi ailleurs. Bon, oui, OK, industrie, oui, OK, laboratoire gouvernemental, mais qu'est-ce que ça veut dire pour vrai? Puis, il y a un jour, pendant que je faisais ma maîtrise, il y a un étudiant dans le groupe de recherche qui me voit et me dit hey, on s'inscrit à un cours d'entrepreneuriat. Est-ce que ça tente de suivre avec nous? Fait que j'ai comme OK, sure, on va faire ça. Fait qu'on a suivi le cours d'entrepreneuriat, puis c'est un cours qui était vraiment dédié pour des étudiants, mettons, en génie, qui veulent prendre leur projet de fin de bac puis tourner ça en start-up. Donc ça, c'est quelque chose qui se passe beaucoup plus en génie, puis c'est pas quelque chose qui se passe en physique. Donc, j'ai suivi le cours d'entrepreneuriat, puis bon, évidemment, moi, j'avais un projet de physique quantique, puis je voyais vraiment pas comment je pouvais tourner ça en start-up, ou du moins, je faisais des choses que d'autres startups en quantique faisaient déjà. Puis je me dis, bon, ils font déjà, pourquoi comme moi je le ferais.
Mais le projet qu'on a choisi de suivre avec ce cours d'entrepreneuriat-là, c'est un genre d'initiative étudiante qui s'intéressait à comment est-ce qu'on expose les étudiants dans l'académie à des choix de carrière qui sont alternatifs à l'académie. Parce qu'on s'était rendu compte, en faisant des entrevues, même à l'intérieur et à l'extérieur de l'université, que au final, quand tu demandais aux gens qu'est-ce qu'ils voulaient faire, mais la plupart des gens voulaient finir professeur d'université. Comme ça, quand tu regardais les statistiques en réalité, combien de personnes se ramassent professeurs d'université, tu te rendais compte qu'il y avait bien du monde qui allait être déçu au final. C'est souvent 10-15 le nombre qu'on entend. Mais les nombres qu'on entend, c'est équivalent de 80 et 20, mais c'est l'inverse. 80 du monde ne vont pas finir en académie. Puis même de ce 20%-là, ça inclut aussi au secondaire, professionnel de recherche, tout ça. Donc, un professeur, c'est encore beaucoup plus mince que ça. Mais quand tu demandais aux gens, c'est l'inverse. Il y avait au-dessus de 60% des gens qui voulaient devenir professeurs. Mais la réponse, c'était pas parce qu'ils voulaient absolument faire ça, c'est juste qu'ils ne connaissaient pas d'autres choix de carrière. Parce que tous les mentors qu'ils ont vus, tous les modèles qu'ils ont eu dans leur parcours, c'était souvent des professeurs. Donc, nous, on a eu l'idée, on va les exposer de façon interactive à choix de carrière alternatif. Donc, on a fait une série de workshops interactifs avec des joueurs clés de l'industrie, mais aussi des gens du gouvernement qui ont des rôles différents, mais qui étaient capables de parler aux gens en académie. C'était pas comme complètement séparé. Donc, souvent, c'était des gens qui avaient par exemple, des doctorats en physique, mais qui travaillaient maintenant dans des fonds d'investissement en quantique. C'est comme un choix de carrière qu'on n'a jamais pensé faire, mais c'est intéressant de voir le parcours. Puis, donc, j'ai été mon propre client dans cette initiative-là. Donc, tu t'es auto-interactivé vers l'extérieur. Exact. Donc, moi-même, ça m'a exposé à tellement de choses que finalement, j'ai décidé de transitionner vers l'industrie, mais en gardant toujours une composante relativement technique. Donc, j'ai travaillé pour une OneQubit, qui est une petite start-up qui est plus petite que ça. Une compagnie en quantique. Donc là, je faisais vraiment comme chercheur. Je faisais vraiment de la recherche. Puis, je voulais m'attaquer à de nouveaux défis puis avoir une vision plus... je me suis rendu compte, entre autres, avec cette initiative-là, que une de mes forces, c'était justement de connecter les différentes personnes puis bâtir un écosystème. Donc là, justement, le poste IBM est vraiment bien tombé à un bon moment dans ma vie. Oui, parce que là, c'est partenariat un petit peu, là, je ne me rappelle pas exactement. Là, je t'ai présenté comme directeur des partenariats quantiques au Canada pour IBM Quantum. C'est ça. Donc, ça fit. Donc, ça fit vraiment bien. Mais en même temps, je suis vraiment... oui, vu que je touche un aspect un peu plus business, partenariat dans mon quotidien, mais je suis extrêmement reconnaissant pour mon background qui est plus technique au final, parce que ça me donne une certaine crédibilité quand je parle avec des scientifiques. Puis aussi, ça me permet de mieux comprendre les problèmes des gens qui veulent utiliser les ordinateurs quantiques. Donc, ça permet de ramener un certain réalisme par rapport à la technologie. Puis, quelles sont les compétences que vous avez acquises ou que vous auriez aimé acquérir pendant votre parcours aux études graduées vers, là, aujourd'hui, vos emplois qui sont à l'extérieur de l'université? Est-ce qu'on se sert de quelque chose, au final? C'est la question qu'on me pose souvent, les étudiants me posent souvent. Au final, moi, je suis très content d'avoir fait un doctorat, principalement pour la façon de travailler, l'analyse. Quand je vais faire des programmes, quand je vais faire une étude, en fait, être capable d'analyser déjà le problème, le poser, analyser les résultats. Un truc que j'aurais aimé apprendre, c'est la communication. Comment communiquer après ces résultats, soit à mon manager, soit au client, c'est non pas quelque chose par lequel je suis passé. Donc, pendant les études graduées, prendre le temps d'apprendre à communiquer ou prendre le temps d'aller vers l'entrepreneuriat, parce que tu as pris un cours qui était en entrepreneuriat avec le projet que tu viens de nous décrire, mais ça veut dire qu'il y a un temps de réflexion qui est nécessaire, même en cours de route, même si ce n'est pas évident. Dans le fond, c'est ça que j'entends. Là. Oui, tu vois, j'ai eu beaucoup de stagiaires justement qui me posaient la question, rien que de se dire, je sors du bac, est-ce que je dois faire une maîtrise? C'est pas est-ce que je peux, c'est est-ce que je dois faire une maîtrise, quoi. Et c'est souvent les questions qui se posent. Pareil, ceux qui sortent de la maîtrise, c'est est-ce que je dois faire un doctorat? Est-ce que je vais dans l'industrie? Et il n'y a pas une réponse au final à ça. C'est basé surtout sur les intérêts de la personne ou même le métier qu'ils veulent faire. Mais au final, tous les étudiants se posent ces questions-là. Je suis
pareil, je suis mentor au niveau du Mila et les étudiants qu'on a, c'est ça, se posent la question de se dire: «Est-ce que je finis la maîtrise? Est-ce que je finis au doctorat? Est-ce que je vais dans l'industrie?» L'académie, en fait, on s'aperçoit, on n'est absolument pas préparé, au final, à ça. Ce que tu disais, tu sais, on arrive, on se dit: «Bah, OK, je sais que je veux pas faire de l'académie, mais j'en sais pas plus sur l'industrie». Donc l'industrie s'impose comme étant le choix par défaut, mais est-ce que c'est ça qui convient aussi, peut-être à la personne? On n'en sait rien. Et l'inconvénient, c'est qu'on est absolument pas préparé à ça. Et d'un point de vue extérieur, justement, pour être passé par les 2, pour même encore maintenant savoir parler à l'industrie comme à l'académie, tu t'aperçois que, bah, la plupart du temps, les profs ont aussi parfois une vision biaisée de ce qu'est l'entreprise, de ce qu'ils peuvent faire avec l'entreprise. Donc c'est aussi l'image qui passe aux étudiants. Et inversement, dans l'industrie, la plupart du temps, l'académie, c'est du théorique, on ne saura jamais faire quoi que ce soit avec ça, donc c'est pas intéressant. Donc il y a aussi cette déconnexion, que ce soit au niveau de la formation des étudiants, mais même après, au final, quand on fait les partenariats, moi je me suis retrouvé dans des partenariats industriels, académiques, c'était l'horreur, parce que l'académie était dans un coin, l'industriel dans un coin, personne ne se parlait, il y avait un chèque à la fin de l'année et c'était terminé, quoi. Donc on n'est absolument pas préparé à ça et c'est toujours les questions qui ressortent. Comment on peut faire les choses? Et comme je trouve que franchement le parcours qu'a fait Alexandre est vraiment excellent, c'est-à-dire, bah, peut-être je veux pas faire d'académie, je profite de mes études pour faire de l'entrepreneuriat. C'est vraiment percutant, je trouve, parce qu'on a maintenant, tout du moins les universités essayent de donner ce genre de possibilités aux étudiants qu'on n'avait pas avant. Oui, puis je pense que c'est exactement, je pense que l'IQ essaie de faire avec les nouveaux programmes en sciences quantiques, c'est aussi d'exposer, comment dire plus, mais aussi d'exposer les étudiants au bac à autre chose que juste purement de la physique. Puis de ton côté, si tu avais quelque chose que tu voulais dire aux étudiantes et étudiants qui sont ici aujourd'hui ou qui nous écoutent via le web, Ouais. qu'est-ce que tu dirais là? Donc, par rapport aux études graduées, pendant les études, mais aussi sur le après, qu'est-ce qui s'en vient? Ce serait quoi ton message que tu livrerais là? Oui, je voudrais deux choses pour répondre à tes deux questions. Premièrement, comment, comment est-ce qu'on réussit quand tu viens présenter un projet à quelqu'un, tu viens communiquer ton projet, comment est-ce que tu t'arranges pour ne pas avoir la question « oui, mais pourquoi » Donc, éviter la question oui, mais pourquoi? C'est ça. Parce que ça, c'est quelque chose, en académie, quand tu veux tu te lancer dans une idée, c'est comme pourquoi? Parce que ça me tente. OK, tu peux te lancer. Mais souvent, en industrie, il faut qu'il y ait une raison pour que tu vas faire ça. Puis tu peux toujours, la réalité, c'est que tu peux toujours trouver une raison pourquoi c'est intéressant de faire ça. Puis souvent, la réponse, c'est de prendre votre projet qui peut être très, très niche, très, très technique, mais de le relier à, bon, avec ça, tu peux résoudre tel problème qui va être appliqué dans telle industrie pour résoudre tel problème de l'industrie bien particulière. Donc là, ça veut dire que c'est pertinent pour la société. Puis être capable de faire ces liens-là, aussi farfelus qu'ils peuvent être, sont quand même vraiment importants, ces liens-là. Justement, parce que ça permet d'aller chercher du financement pour faire ça, mais aussi, d'un point de vue plus personnel, ça permet d'avoir peut-être une vision un peu moins en tunnel de qu'est-ce que tu fais. Puis ça vient insérer ton projet puis ta compétence justement dans la société puis pour résoudre des problèmes qui sont importants aujourd'hui et demain. Donc, ça, c'est la première chose, je dirais. Ensuite, une chose que je me rends compte, c'est oui, maintenant, les étudiants gradués commencent à réaliser qu'il y a d'autres choses que l'académie, il y a aussi l'industrie. Après ça, même dans l'industrie, il y a énormément de choix. Puis il y a encore d'éducation à faire, c'est savoir quel genre de position peuvent prendre dans l'industrie. Puis, par exemple, quand moi je faisais mes études, j'ai l'impression que les seuls jobs que je peux avoir dans l'industrie, c'était justement chez IBM, Google, Microsoft ou des startups en quantique. Rassure-moi, tu es chez IBM, là, c'est ça? En ce moment, je Ouais, suis OK. Oui. Mais, oui. Mais, donc oui, il y a des compagnies en quantique. Puis, même quand je parle aux étudiants gradués dans différentes universités, tout le monde me dit, une des premières questions que j'ai, c'est comment je peux avoir un job chez IBM. Et la face, c'est que je n'ai pas nécessairement de réponse à part mon applique. Mais la face, c'est que je me rends compte aussi que, justement, ils pensent ils peuvent juste aller dans ces catégories-là. Mais de plus en plus, mais avoir des compagnies qui sont pas en quantique, gigantesques compagnies, qui commencent à se tourner la tête vers le quantique, puis commencent même pas qui commencent, ils ont déjà commencé à s'intéresser à ça. Puis ils vont rapidement, dès que la décision exécutive est faite de le quantique, ça va être important pour ma compagnie, ça peut être impressionnant à quel point ça peut des départements d'innovation se construisent vite. Donc, rapidement, ils vont se chercher à aller engager des experts en quantique. Et ça, pour un étudiant gradué, ça peut être vraiment, ça peut avoir énormément de valeur
aller approcher ces compagnies-là, dire j'ai de l'expertise en quantique. Eux, ils n'ont aucune expertise en quantique, donc ils vont vouloir t'engager en partant. Puis tu peux te ramasser très rapidement dans des positions de leadership dans ces compagnies-là. Donc, ça, c'est des avenues, je pense, de travail pour les étudiants qui peuvent être de plus en plus intéressantes. Et l'autre chose que je dirais aussi, c'est très facile quand on est dans un département entouré des gens les plus intelligents dans le domaine au monde, de penser qu'on ne sait pas grand-chose, parce qu'il y a toujours un postdoc qui en sait plus, il y a toujours un professeur qui en sait plus que toi. Donc, c'est trop facile justement, de penser finalement, on sait rien. Mais la réalité, c'est que dès que tu sors des murs d'ici, dès que tu t'en vas dans le vrai monde, tu en sais sur le quantique de plus que 99,9% du monde. Donc, l'expertise qu'on acquiert, même si c'est même le peu d'expertise qu'on peut acquérir en tant qu'étudiant gradué, elle a déjà énormément de valeur pour le marché. Donc, c'est un peu un pet talk, là, mais genre, ne sous-estimez pas l'importance de la qualification que vous êtes en train de faire. Vous allez vous rendre compte très tôt que ça a énormément de valeur sur le marché. Excellent, merci bien. Écoute, je suis ravigoté, là, évidemment. On a quelques minutes pour des questions. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions? Ça pourrait aussi être en ligne. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans le chat. Mais sinon, on ouvre la porte. Oui. Oui. Ce ne sera pas long, le micro s'en vient. Comment est-ce que vous vous assurez que vous n'êtes pas copié parce que vous travaillez fort pour progresser, mais comment est-ce que vous vous assurez que vous gardez vos inventions pour le bien de votre compagnie? Une excellente question. Je pense que dans son histoire, IBM a toujours été une compagnie qui brevetait beaucoup. Donc, on protège beaucoup la propriété intellectuelle. Cela étant dit, c'est vraiment pas tout par rapport à nos machines quantiques qui sont brevetées. Donc, il y a énormément de secrets industriels que une torturée, je ne les connais même pas, qui vont dans nos systèmes. Donc, on fait beaucoup d'efforts justement pour garder ça secret. Puis, le fait que je ne le sais pas, ça montre qu'ils gardent vraiment ça secret à l'interne, qu'ils réussissent bien, en fait. Parce que de toute façon, une fois que l'ordinateur quantique est fermé dans le beau contenant chromé, le regarder, tu ne vas pas exactement savoir comment ça fonctionne. D'ailleurs, on ne sait même pas si la machine est dedans. On a juste le tube. Question. Est-ce que la machine qui va être installée à Bromont a déjà un nom? Ah, excellente question. Non. Puis d'ailleurs, c'est une discussion qu'on veut avoir avec Pink, savoir quel nom est-ce que vous voulez donner. En général, nos machines ont des noms de villes. Donc, moi, je propose Saint-Denis de Brompton, mais on verra. Fait que la nouvelle machine va avoir beaucoup de capacités. Qui vous voyez comme les utilisateurs? En fait, on peut penser qu'évidemment, il y a du monde académique qui vont l'utiliser. On espère, j'imagine, du monde industriel. Est-ce que vous avez une idée un peu dans quelle proportion, un peu, étant donné l'usage qu'on peut voir sur les ordinateurs actuels, dans quelle proportion ça va être l'académique, l'industriel, puis peut-être en deuxième partie, qu'est-ce que vous sentez comme intérêt présentement au Québec, Canada, de la part des industries pour l'utilisation d'ordinateurs quantiques? Je vais laisser la parole à Christophe pour commencer. La vocation qu'on avait initialement était principalement de se tourner vers les PME, les petites entreprises, c'est pour pouvoir justement aider vraiment l'écosystème à grossir. Parce que, comme disait Alexandre, les grosses entreprises, la plupart du temps, vont directement créer un département et vont embaucher les gens pour développer le quantique. Donc, le but, nous, c'est d'aider les entreprises à aller dessus. C'est pour ça qu'on s'est plus tourné vers les PME et les moyennes entreprises pour faire ça. La proportion, on n'en sait rien, tout simplement, parce que déjà, on commence, on crée aussi les choses. Il y aura forcément une très grosse part d'académie. Là, c'est principalement de la recherche actuellement. Par contre, comment faire cette passation recherche-industrie? Il nous faut forcément l'académie aussi. On ne peut pas faire les choses, tout ne peut pas se faire justement dans l'industrie. Donc, te donner une proportion, je serais incapable. Et c'était quoi la deuxième question? Ouais.
Ce que je vois du domaine, principalement au niveau des industries par lesquelles j'ai déjà discuté ou on a effectivement l'intérêt d'entreprises qui viennent nous voir. C'est principalement des questions, c'est de la curiosité. Quand on va voir, par exemple, je parle vraiment personnellement, quand j'ai discuté avec des grosses entreprises, c'était dans 25 ans, on verra s'il y a quelque chose. Donc, il y a vraiment une déconnexion entre les startups ou les petites entreprises qui se disent on n'a pas le choix de le faire, il faut y aller. Donc, qui vont essayer les choses, qui vont créer des projets, et les grosses entreprises qui, au contraire, sont très réfractaires et se disent bah, tu sais, c'est pas encore prêt, on verra ça beaucoup plus tard, et puis basta. Il y a, je trouve, un trou actuellement vraiment dans le monde industriel qui est que il n'y a pas et je dirais que c'est aussi de la façon dont on vend le quantique actuellement. Il y a vraiment une incompréhension de ce qu'on peut faire avec, de comment l'utiliser, qui fait qu'on a la difficulté au final à faire en sorte que l'industrie vient et s'intéresse vraiment, crée des choses vraiment en quantique. Il y a des fois, on a des projets qui peuvent être tout simplement irréalisables sur du quantique, tout simplement parce que les questions sont mal posées. Et c'est aussi le rôle qu'on a, et aussi le rôle de l'industrie, de l'académie, de reformuler les questions, de voir avec les industries comment poser les bonnes questions pour gagner en intérêt de ce côté-là. Excellent. Sur ce, Christophe Père de chez Pink, Alexandre Choquet de chez IBM, merci beaucoup pour cette rencontre quantique. C'était très intéressant de vous entendre. J'ai maintenant très hâte, évidemment, de voir ce nouveau système et d'aller prendre un selfie à côté aussitôt que possible. Donc, merci beaucoup pour la rencontre. Merci tout le monde d'avoir participé. Merci à Tom Mala à la réalisation aujourd'hui de cette rencontre et à toute l'organisation qui vient avant. Si vous voulez avoir toutes les nouvelles de Curieux Quantique, évidemment, vous pouvez aller sur le site web et vous abonner à l'infolettre. Sur ce, merci beaucoup. Bonne fin de journée. Merci beaucoup.